bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un genre de recommandation livresque autour d'une thématique un peu particulière puisque ce sont des livres qui sont un peu inclassables, uniques en leur genre, que ce soit par un univers qui est très dense ou une plume qui est très chargée, très fouillée, assez unique, peut-être même un brin poétique. Ça peut être aussi une histoire qui transcende plusieurs genres. Bref, vous aurez compris qu'on est sous le signe de quelque chose d'un peu original et farfelu qui me correspond assez bien puisque c'est le type de récit que j'aime énormément parce que je me triture les méninges toutes les 2 pages à me poser 1001 questions. J'adore les univers qui fourmillent de détails, de petites choses, ça et là, qui sont pas toujours exploitées, certes, mais qui fait plaisir de les voir et de les comprendre au fil du récit, ou même à travers un lexique, des cartes. Bref, vous avez compris le topo. L'idée, c'est de vous parler de ces livres qui, clairement, quand je les ai lus, j'étais en mode « Waouh, c'est une claque, waouh !» Je sais pas où les mettre, comment en parler, où les classer, dans quelle catégorie, dans quel genre. Je pense que vous avez compris un petit peu de quoi il en retourne et cette sélection se fait aussi bien à travers des romans que des albums jeunesse. Il y a de la bande dessinée également et je crois même avoir mis quelques mangas. J'ai pas mis tous ces livres qui m'ont foutu une sacrée claque ces dernières années, mais si la thématique vous intéresse, vous pouvez toujours me demander en commentaire de faire une deuxième vidéo sur le sujet. Et on va donc commencer de ce pas. Premier ovni littéraire dans cette vidéo, c'est un album jeunesse que l'on doit à Gilles Bachelet et qui est publié aux éditions Seuil Jeunesse qui s'intitule Une histoire d'amour. En gros, un coup de foudre à la piscine, un premier baiser à la fête foraine, un voyage de noces en Italie, un enfant puis d'autres, des joies, des chagrins, des bouderies et des câlins et la vie qui passe. C'est l'histoire de Georges et de Josette, une histoire d'amour comme il en existe tant. En soi, vous allez me dire, c'est un album jeunesse qui va nous parler d'amour, oui, c'est du vu et du revu. Et ben en fait pas tellement. C'est un album jeunesse, quand on voit la couverture, on comprend qu'on n'est pas tout à fait dans quelque chose de très humanoïde et pour autant c'est hyper attachant, très drôle, truculent à souhait, avec moult détails qui raviront les petits et les grands. Et c'est à mourir de rire tellement c'est tendre, mignon et malgré ce flot incroyable d'amour, de mignonnerie et de tout ce qui s'ensuit, il y a tout de même quelque part des petites pointes d'amertume, des petites choses beaucoup plus tristes. C'est un album qui sort complètement du lot, non pas pour les thématiques et l'histoire en elle-même, vous l'aurez certainement deviné, mais c'est la réalisation qui m'a fait complètement craquer pour cet album. Vous l'aurez certainement noté à la couverture, mais on est sur des gants en caoutchouc, les fameux gants qu'on se sert tous et toutes pour nettoyer, pour l'entretien. Et on a cette espèce de jeu un peu de mise en abîme de la vie humaine à travers ces gants en caoutchouc absolument attachants. Comme je vous le disais, ça fourmille de détails et c'est très malicieux et tendre à regarder. Les illustrations sont magnifiques et c'est ces illustrations qui m'ont fait complètement dire que cet album jeunesse est totalement inclassable. Autre livre totalement iconique, inclassable parce que ça mêle plusieurs genres, parce que ça transcende pas mal de thématiques et ça donne un ensemble très original et atypique. Et malgré le fait que moult sagas auront plus ou moins copié la recette, s'en inspirer également, Fruits Basket reste à ce jour inégalée, je trouve. Et cette saga, on la doit à Natsuki Takaya aux éditions Delcourt. Ainsi, on suit les aventures de Toro qui est dans un lycée
Elle vit sous une tente dans un domaine qui appartient à la famille Soma. Ces derniers vont s'en apercevoir et lui proposer de l'héberger chez eux. Gracieusement, oui et non, puisque Toru va s'emparer un petit peu des tâches ménagères, de la cuisine, mais sa présence va aller bien au-delà de cette aide ménagère, puisque Toru va complètement bouleverser les codes, la hiérarchie, la vie de cette famille Soma, puisqu'ils sont atteints d'une malédiction qui fait que dès qu'ils touchent quelqu'un du sexe opposé, ils se transforment en un animal du zodiaque chinois. Et ainsi, Toru va débouler dans leur vie et apporter son grain de sel, ses réflexions sur la vie, ses petites histoires, ses souvenirs, sa personnalité, et mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. A l'origine, le manga compte une vingtaine de tomes. Aujourd'hui, vous pouvez trouver à travers la Perfect Edition la saga pour 12 tomes. Donc si jamais vous n'avez pas découvert cette saga, malgré le fait que j'en parle énormément sur cette chaîne et sur mon blog, je ne peux que vous la recommander parce qu'elle est absolument génialissime. Le texte est passionnant, les personnages sont hauts en couleur, leurs relations sont très captivantes à suivre et à voir évoluer au fil des tomes. De plus, les illustrations sont douces, elles sont soignées, elles sont élégantes, l'action est lisible, les émotions sont ultra présentes. C'est aussi doux qu'amer, c'est aussi lumineux que sombre. Ça travaille sur énormément de thématiques et ça brasse plusieurs années, puisqu'on suit à la base Toru qui est l'équivalent de la seconde au lycée jusqu'à l'équivalent chez nous en Occident de la terminale. Donc voilà, 22 tomes je crois de mémoire pour une saga absolument incroyable, une fresque intemporelle qui brasse le fantastique avec le contemporain. De ce fait, je ne peux que vous recommander chaudement cette saga. On va aller du côté d'un roman de science-fiction qui plus est, à destination d'un lectorat adulte, puisque je vais parler de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, qui est édité ici en folio SF. Un groupe d'élite formé dès l'enfance à faire face par des confins d'une terre féroce, saignée de rafales pour aller chercher l'origine du vent. Ils sont 23, un bloc, un nœud de courage, la Horde. Ils sont piliers, ailiers, traceurs, aéromètres, géomètres, feuleuses et sourcières, troubadours et scribes. Ils traversent leur monde debout, à pied, en quête d'un extrême amont qui fuit devant eux comme un horizon fou. A la base, en matière de science-fiction, j'estimais avoir un petit retard et je m'étais dit que ça serait hyper intéressant de reprendre avec les bases, notamment avec des classiques ou des ouvrages qui sont dits comme cultes dans le genre de la science-fiction, et je me suis tournée sur La Horde du Contrevent parce que le titre m'interpellait, le résumé aussi, et parce que il me semble bien qu'aux Utopiales, quand j'étais bénévole, il y avait une exposition sur la bande dessinée La Horde du Contrevent, qui est une adaptation de ce roman. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de me plonger dans ce récit, et c'est une claque parce que c'est clairement, très clairement, une expérience de lecture unique. L'univers est absolument original, on est sur une terre complètement SF, qui est balayée par des vents plus ou moins violents, plus ou moins calmes, et cette horde est choisie depuis l'enfance pour essayer de remonter à contresens le vent et découvrir ce qu'il y a au bout du bout, donc l'extrême amont. J'ai trouvé le concept absolument original, mais la lecture le fut tout autant, puisque chaque personnage a sa personnalité, sa fonction très précise, qui est elle-même une originalité en soi. Vous l'avez certainement entendu au résumé, et on a voilà, ce mélange entre la science et les croyances. On a un univers qui permet toutes sortes de thématiques à développer. On a un monde qui est très pointu, très poussé, très développé, et la plume l'est tout autant. C'est
extrêmement dense. Je tiens à préciser et à prévenir qu'on est sur une plume qui est vraiment ciselée, qui est percutante et qui permet plusieurs fantaisies, qui permet voilà, des jeux sur la littérature, sur les mots, qui permet aussi de donner de la matière, de la réflexion et une personnalité, une consistance à chaque personnage présenté. Mais en plus de ça, l'histoire est jonchée de moult péripéties qui permettent à l'attention de rester complètement éveillée du début à la fin. La fin elle-même permet de dire que le roman, clairement, est atypique et original. Je pense que si je faisais un top 10 des fins les plus renversantes ou percutantes, ce livre arriverait probablement soit dans le trio de tête, voire peut-être même première position, parce que tout simplement c'était incroyable de découvrir le fin mot de toute cette affaire. Et enfin, cerise sur le gâteau pour achever voilà, ce petit paragraphe sur la Horde du Contrevent, la forme même du récit est absolument génialissime. Ça participe un peu à la poésie et à l'originalité de l'univers. Poésie parce que on a voilà, des textes qui parfois montrent à quel point les personnages sont balayés par le vent, donc une forme très atypique. Enfin, le récit est écrit à la première personne du singulier et soit vous avez la chance d'avoir un petit marque-page ou alors certainement que le livre, votre édition, fera le résumé en début d'ouvrage ou en fin d'ouvrage, mais c'est quand même mieux en marque-page parce que vous pouvez avoir un œil sur qui parle à chaque instant. Vous allez me dire pourquoi? Parce que tout simplement, regardons au premier chapitre, on a juste une parenthèse. Et cette parenthèse, elle est associée à un personnage en particulier, à savoir le scribe. Et donc il va falloir vous armer de ce petit mémo pour savoir à qui parle et à quel moment. Et ça, je trouve que c'est absolument génial parce que ça permet totalement de renforcer l'immersion dans cet univers atypique. Et la petite fantaisie finale, c'est que le roman commence à la page 700 et se termine avec la page 1. Bref, je pourrais parler des heures de la Horde du Contrevent et vous parler de tous ces détails, toutes ces petites choses pensées par l'auteur pour clairement nous faire vivre une expérience de lecture unique. Mais je pense que comme toute expérience unique de lecture, c'est mieux de la vivre soi-même. Autre salle, autre ambiance, on reste sur un lectorat que je dirais adulte ou moins mature si on le donnait à des gens un peu plus jeunes. Mais on est là sur les éditions Scrinéo, un roman d'Aurélie Wallenstein, Le Roi des Fauves, et c'est un récit de fantaisie. On est là sur du lourd puisque les personnages que nous allons suivre pendant tout le roman sont accusés de meurtre, injustement condamnés à un sort pire que la mort. Ils se retrouvent enfermés dans un royaume en ruine, coupés du monde, et il leur reste très exactement 7 jours d'humanité. 7 jours pendant lesquels le parasite qu'on leur a inoculé va grandir en eux, déformant leur corps et leur esprit pour les changer en monstres, en berserkers, ces hommes bêtes enragés destinés seulement à tuer ou être tués. Je ne connaissais pas Aurélie Wallenstein avant de lire ce livre et comme j'avais adoré la voix des oracles d'Estelle Faye, je m'étais dit que ça pourrait être assez intéressant de continuer cette immersion dans les éditions Scrinéo avec Le Roi des Fauves. Je vais pas vous cacher que cette lecture date un peu, le roman date de 2015 et je l'ai probablement lu entre 2015 et 2017. Donc clairement, ça date. Cependant, les souvenirs que j'en ai resteront impérissables dans le sens où ce récit, du début à la fin, m'a totalement scotché, retourné, renversé, parce que j'ai trouvé que ce one-shot était totalement en décalage total avec ce que j'avais l'habitude de lire et était clairement atypique pour son univers qui est très sombre, très violent, peu de place à l'humour ou à l'espoir, on est sur quelque chose d'assez poisseux, d'assez
pesant, d'assez angoissant même. Ce récit qui nous parle de bêtes et d'humanité, qui nous parle de personnages qui vont peu à peu sombrer dans quelque chose qui va à jamais les changer. Cette espèce de noirceur en eux qui grandit alors qu'on s'attachait au début à ce qu'ils étaient. Voilà, il y a beaucoup de questionnements à travers ce récit, beaucoup de péripéties aussi. Je me souviens de la fin qui est incroyable. Là aussi, on est sur clairement un potentiel winner en matière de top fin renversante. Et puis la plume de l'autrice qui était subtile, qui était élégante, qui était détaillée, qui était fournie. Voilà, le récit était haletant et j'ai franchement tellement kiffé ce récit que je me suis précipitée pour mettre les autres romans de l'autrice à leur sortie dans ma wishlist. J'en ai pas lu des masses par rapport à tout ce qu'elle a pu produire, mais ça reste une autrice que j'aime beaucoup lire de temps à autre parce que ces récits en général sont clairement atypiques et originaux. De ce fait, si vous êtes curieux vis-à-vis de l'autrice et de ce titre, allez-y franchement parce que je trouve que ça vaut le coup d'œil. On va casser un petit peu ces univers très riches, très denses, très fouillés, parfois chargés de violence, pour aller du côté d'un album jeunesse et plus particulièrement d'une autrice, puisqu'il s'agit là de Delphine Perret, Le Gros Livre aux éditions Les Fourmis Rouges. Si vous cherchez des albums jeunesse drôles et originaux, il faut lire Delphine Perret. Une super histoire de cow-boy, Vesové les Tupolek, les 3 tomes que constitue la petite saga Björn, encore Kaléidoscopage que j'ai lu cette année. C'est un univers qui est atypique, peuplé de créatures enchantées, d'animaux dotés de paroles. C'est un humour très absurde, il y a beaucoup de surprises, c'est impossible, en fait il est impossible. Et c'est ça qui est remarquable chez cette autrice illustratrice, c'est que c'est impossible de prédire ce qui va se passer. Vous ouvrez un de ces livres, vous lisez une double page, vous êtes heureux, content, vous vous dites il va se passer ça dans la double page qui suit, vous vous trompez. À 99,9% du temps, vous pouvez vous dire que vous êtes à côté de la plaque. Tout simplement parce que c'est inattendu, que c'est toujours surprenant, bien fait, c'est très chouette. J'aime beaucoup la plume qui est délicate, que ce soit en termes de texte ou d'illustration. J'aime énormément le travail sur les jeux de mots, sur la graphie, sur les couleurs, sur... Voilà, tout est pensé de A à Z. Et ce sont des albums jeunesse hyper intelligents, je trouve, qui vont plaire aux petits comme aux grands. Je vous ai sorti là le gros livre parce que c'est le seul que j'ai dans ma bibliothèque. Et ce gros livre a la particularité de regrouper une quinzaine, 17 même je crois, petites histoires, toutes différentes les unes que les autres, mais avec quand même quelques personnages récurrents comme Super Content, le super-héros, Mi le poussin maladroit, Gilbert et Gencive. Et c'est plein de petites histoires absolument rocambolesques qui partent dans tous les sens, mais ça fait du bien parce que c'est une ode à l'enfance. C'est une excellente expérience de lecture et qui plus est, c'est un petit livre qu'on peut emporter partout avec soi. Pour le titre suivant, c'est une trilogie finie qui date un peu là aussi, et on est sur les cartographes de S.E. Grove aux éditions Nathan. 1799, subitement tous les continents sont plongés dans des périodes historiques différentes, créant un monde nouveau, fantastique et plein de dangers. Un siècle plus tard, Sophia vit à Boston en Nouvel-Occident. Ses parents explorateurs ont disparu en mission quand elle était enfant, et elle a été élevée par son oncle qui, manifestement, vient subitement de disparaître. La jeune fille s'élance alors sur ses traces et elle n'a qu'une seule piste, une mystérieuse carte de verre accompagnée d'un message de son oncle. Avec son nouvel ami Théo, elle va devoir traverser des territoires aussi inconnus que dangereux.
Cette trilogie, je l'ai placée dans ce top pour une raison très précise et vous l'aurez peut-être deviné au résumé. On est là sur un univers qui est totalement atypique. Alors peut-être que depuis que cette saga est sortie, d'autres récits ont utilisé, on va dire, ce concept, mais à l'époque, à savoir à sa sortie en 2014, eh bien c'était totalement novateur pour moi et j'ai adoré vraiment cet univers et je garde un très très bon souvenir de cette saga que j'aimerais beaucoup relire, qui plus est. Mais cette idée d'avoir clairement chaque continent, voire chaque espace géographique dans une ère temporelle bien précise, ça donne une aventure qui est absolument passionnante à découvrir, qui certes n'exploite pas totalement tout l'univers dressé, mais qui permet complètement de s'émerveiller sur cette bonne idée. Mais en plus de ça, je trouvais que cette histoire qui est centrée autour des cartes et de la cartographie, je trouvais ça vachement intelligent et intéressant à l'époque. Et en plus de ça, je trouvais l'idée de mettre des pages, déjà penser à la maquette à l'époque, c'était très cool parce qu'on voyait pas ça partout. Je sais qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus développé de faire des éditions avec des pages en couleur, avec des motifs, avec des ornements, avec voilà, ce genre de dessin pour marquer différentes parties du récit. Mais à l'époque, c'était pas tous les romans qui avaient ce genre de petite fantaisie sur l'édition. Surtout qu'en plus de ça, on a des petits encarts en début de chapitre qui nous apportent des éléments un petit peu plus croustillants sur l'univers et ça permet d'ajouter de la matière à ce monde qui, comme je vous le disais, existe mais n'est pas exploité à 3000% à travers cette histoire. Donc j'ai beaucoup aimé cette trilogie que j'ai trouvée très intéressante en matière de littérature adolescente, puisqu'on est clairement à destination des ados. Donc j'avais trouvé l'histoire bien équilibrée entre exploration, révélation, action, contemplation. Il y avait un petit côté, et je trouve aujourd'hui que c'est un petit peu plus flagrant maintenant que je l'ai lu, mais il y a un petit côté à la croisée des mondes dans cette forme de voyage, ces gens qui se rassemblent autour d'une quête précise. La plume aussi m'avait pas mal plu parce que je la trouvais sympathique, agréable à lire, poussée dans les descriptions sans être trop lourde, bien fichue sur les dialogues qui sont là pour faire avancer le récit ou pour permettre aux personnages de s'exprimer et d'avoir un petit peu de matière et de personnalité. Donc au final, une excellente saga pour les ados. Si vous avez la chance de pouvoir mettre la patoune dessus, je vous le recommande parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est plus édité en grand format et il n'est jamais sorti à ma connaissance en poche. Donc si vous les trouvez en occasion ou à la médiathèque, vraiment testez parce que c'est très agréable à lire, c'est très prenant. J'aimerais bien lire des récits dans cette même veine, dans ce même concept on va dire. Si vous en avez, je suis preneuse. On va rester sur du beau livre, on va rester sur de la littérature adolescent, young adulte. On va rester sur une saga qui transcende un peu les genres. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour les cartographes, mais on est vraiment sur du fantastique, historique, aventure. Et là c'est un petit peu la même. On est avec Steam Sailors d'Eli S. Green, l'intégrale aux éditions Gulfstream Éditeur. Et on a ce mélange que moi j'appelle science fantasy. Pourquoi? Parce que science-fiction, parce que steampunk, fantasy parce qu'il y a de la magie, notamment les alchimistes. Et en plus de ça, on est sur de l'aventure puisqu'on a toute une épopée autour de la piraterie. En effet, laissez-vous porter par les vents à bord de l'héliotrope pour un voyage inoubliable, des îles suspendues jusqu'aux profondeurs de la Terre, accompagner son équipage de pirates aux côtés de la jeune Prudence, à la recherche de la mystérieuse cité impossible des alchimistes,
et de leurs secrets oubliés. Et pareil, c'est un univers qui est complètement atypique. On a le monde d'en bas, on a le monde d'en haut avec plusieurs archipels et îlots suspendus dans les airs. On a des personnages qui sont hauts en couleur, qui sont très différents les uns des autres. Antagonistes comme protagonistes sont passionnants à suivre, d'autant plus que l'autrice ne se concentre pas que sur Prudence ou écrire son récit que du point de vue de Prudence. On a différents chapitres du point de vue du capitaine Théodore Mousquet, ou encore de Gareth, d'Ézéchiel, du cuistot. Bref, on a toute une fresque de personnages qui sont passionnants à suivre. On a une belle histoire d'aventure, de piraterie. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé la plume qui est passionnante, précise, fouillée, minutieuse. Les émotions sont présentes. C'est également un très chouette récit d'entraide et d'amitié avec pas mal de thématiques très intéressantes et de messages qui sont, en termes de deuxième lecture, assez captivants à découvrir. Franchement, ça a été mon livre de chevet, mon fil rouge de février, et les 800 pages sont passées à une vitesse folle, tellement j'étais prise dedans, tellement c'était passionnant et intéressant à suivre. Ce récit est clairement atypique. Le livre suivant est édité aux éditions L'École des loisirs. Il est écrit et illustré par Tom Gold et s'intitule Le petit robot de bois et la princesse Bûche. Ainsi, au titre, vous aurez compris qu'on est déjà sur quelque chose de bien atypique et original, puisque l'on suit un frère et une sœur, l'un petit robot de bois et l'autre princesse Bûche, qui vivaient très bien leur petite vie dans leur petit château au coin pépère, jusqu'au jour où le petit robot de bois a manifestement fait une petite bourde et ça va coûter très cher puisqu'il va perdre de vue la princesse Bûche et dès lors il va partir à la recherche de sa sœur pour la ramener au château. Dit comme ça paraît pas très original en termes d'histoire. Oui, on est sur une histoire de famille, oui, on est sur une histoire de voyage, oui, on est sur une histoire de personnages disparus qu'il faut aller chercher. Vous allez me dire, c'est absolument pas original, mais c'est tout l'emballage qui fait que cette histoire est absolument hors des sentiers battus. Je ne l'ai pas précisé, mais Tom Gold, on lui doit des bandes dessinées comme Vous êtes tous jaloux de mon jetpack, En cuisine avec Kafka, Le département des théories fumeuses, je crois, et il me semble que le dernier c'est La revanche des bibliothécaires. En tout cas, ce sont des recueils de strips, une page égale une bande dessinée, et on est sur quelque chose d'extrêmement référencé en matière de science, littérature, d'art, de pop culture. C'est complètement rocambolesque, loufoque, absurde, mais c'est absolument génial à lire, c'est passionnant, c'est très drôle, ça part dans tous les sens, mais c'est absolument passionnant à découvrir. J'en reparlerai très certainement un jour. En tout cas, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Tom Gold sur cette chaîne, ça c'est sûr. En attendant, pour ce qui est de cet album jeunesse, on est clairement sur le conte. Tom Gold reprend tous les codes du conte, tous les codes de la science-fiction et de la fantasy pour les reprendre à son compte, et on peut faire confiance à Tom Gold pour les reprendre de manière un petit peu truculente, à sa manière. C'est absurde, c'est touchant, c'est mignon, c'est également très pince sans rire, je trouve. Bref, c'est un régal de découvrir cette histoire parce que j'aime beaucoup l'humour, la plume de l'auteur. Avec peu de mots, il fait mouche. C'est un texte qui est très chouette à lire, comme je le disais, mais c'est aussi très intéressant dans la forme, puisqu'on retrouve le style graphique de Tom Gold, à savoir quelque chose de très détaillé dans le dessin, de très intéressant en matière de coloris aussi. On est sur quelque chose qui regorge et fourmille de détails en matière de planches, donc c'est vraiment, je pense, un bonheur pour les petits de se plonger dans chaque détail. Et je trouve que la mise en page est très intéressante. On joue sur les répétitions, sur le comique de situation,
sur le burlesque. Il y a tellement de choses qui sont vraiment passionnantes à découvrir et à voir que cet album jeunesse respire le style, la façon de faire de Tom Gold et ça vaut le détour et ça fonctionne à fond. Et j'ai presque envie d'avoir d'autres albums jeunesse de cet auteur, voire même d'autres bandes dessinées, parce que c'est un régal et c'est toujours une expérience unique. Ça reste complètement inattendu et surprenant. Le livre suivant, lui aussi, il date vraiment beaucoup. Peut-être que certains l'auront reconnu, peut-être que certains n'auront jamais entendu parler de ce titre. Mais moi, ça fait partie de ces romans qui m'avaient tapé dans l'œil à l'époque. Il y a peut-être besoin que je le relise, histoire de me faire des souvenirs un petit peu plus frais. Mais ça reste un récit que j'avais trouvé pour l'époque très original et intéressant, qui m'avait complètement passionnée du début à la fin. On est là sur Belle Époque d'Elisabeth Ross aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Louez un faire-valoir, vous en deviendrez d'emblée plus attirante. Paris 1889, Maude Pichon s'enfuit à 16 ans de sa Bretagne natale pour échapper à un mariage forcé et découvre Paris, ville lumière en ébullition à la veille de l'exposition universelle. Et là, ses illusions romantiques s'y évanouissent aussi vite que ses maigres économies. Elle est désespérément à la recherche d'un emploi quand elle tombe sur une petite annonce inhabituelle. On demande des jeunes femmes pour faire un ouvrage facile, bienséance respectée. Présentez-vous en personne à l'agence Durando, 27 avenue de l'Opéra, Paris. L'agence Durando propose en effet à ses clients un service unique en son genre, le faire-valoir. Étranglée par la misère, Maude postule. Un roman fascinant, librement inspiré d'une nouvelle méconnue d'Émile Zola, Les Repoussoirs. En gros, si ce roman est dans ce top, c'est parce qu'il part d'une nouvelle d'Émile Zola. Émile Zola, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est considéré comme un auteur classique du 19e, mais ce qu'on appelle le naturalisme, c'est-à-dire qu'il avait pour objectif de ne faire des romans, certes donc de la fiction, mais en partant de choses réelles, du quotidien, de ce qui se passait dans son époque. Et concrètement, il y a eu un scandale à son époque. Les faire-valoir, c'était des jeunes femmes qui étaient engagées sous prétexte qu'elles étaient banales physiquement, et c'était des personnes de bonne famille qui les employaient pour les mettre à côté de la fille qu'ils devaient marier. Donc en gros, le faire-valoir était là pour être si moche, d'où les repoussoirs, que la jeune fille qui était à côté paraissait tout de suite plus belle, plus intelligente, plus intéressante. Et ce scandale des repoussoirs, et donc de l'agence Durando qui a vraiment existé, eh bien Zola en a fait une nouvelle, et cette nouvelle a inspiré ce roman. Le cheminement a fait que tout de suite le concept a piqué mon attention, ma curiosité, et je suis très contente de l'avoir acheté à sa sortie parce que clairement je l'ai lu, je crois bien en très peu de temps, tant j'ai adoré l'ambiance du récit qui est très Belle Époque. L'univers est très fouillé, respecté, minutieux. L'autrice a fait d'importantes recherches pour vraiment faire ressortir le Paris de cette époque. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire autour des repoussoirs, des faire-valoir, de Maude qui fuit un mariage forcé, de ce Paris si lumineux mais qui cache dans les recoins des choses beaucoup plus obscures. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire d'amitié qui lie Maude à la personne qu'elle va accompagner. Et puis j'ai adoré la présence de l'art, notamment de la photographie. C'était très bien exploité et amené. Les sciences aussi, puisque le personnage que Maude va accompagner, à qui elle sert de faire valoir, est une passionnée de mathématiques et de sciences. Bref, j'ai trouvé que le roman était original dans son cheminement, qu'il était passionnant dans son écriture, dans son immersion, qu'il était très chouette et très positif, très lumineux dans ses messages, dans ses thématiques. Et vraiment, ça, j'en garde un excellent souvenir. Comme je disais, il faudrait que je le relise pour m'en faire des souvenirs plus frais.
Mais en tout cas, ça a été une expérience très intéressante. Si vous avez l'occasion et que vous avez envie de le lire, jetez-vous dessus. Je pense pas qu'il est sorti en poche, mais si ça se trouve, il est sorti en poche, je vérifierai. Mais vraiment, c'était une très très belle lecture. Je continue sur les romans, mais là on va changer d'ambiance puisqu'on va être sur quelque chose d'un petit peu plus obscur, violent, poisseux, angoissant. Mais c'est l'occasion pour moi de parler de l'autrice en général, puisque vous pouvez être sûr qu'avec Frances Hardinge, vous allez avoir des récits absolument percutants, inoubliables et qui brassent plusieurs genres, plusieurs thématiques avec des ambiances très spécifiques et un travail incroyable sur l'immersion. Ici vous avez donc La lumière des profondeurs, mais sachez qu'il existe La voix des ombres, qu'il existe également son tout premier L'île aux mensonges, et dernièrement celui qu'il me reste à découvrir, c'est Tisseur de sorts. Pour celui-ci, on raconte que les eaux de l'archipel des Myriades étaient jadis la demeure des dieux. C'est la pure vérité. Depuis leur enfance à l'orphelinat, Arc et Jerk se serrent les coudes et vivotent de petites arnaques, tout en rêvant des trésors que recèle l'abysse. Mais un royaume peuplé de cauchemars s'étend sous la mer et il n'est pas toujours bon que les vestiges du passé remontent à la surface. Les deux amis vont l'apprendre à leurs dépens et à ceux de l'humanité tout entière. Entre Lovecraft et Jules Verne, un roman fantastique à l'univers original et fascinant. Pour la faire courte, on est effectivement sur un univers dont on ne sait pas s'il est contemporain dans le sens anticipation, dans le sens historique. Est-ce que c'est quelque chose de purement fantasy, d'utopique, de dystopique, de science-fiction? On n'arrive pas à savoir concrètement où et quand se situe le récit. Pour autant, l'immersion est totale, c'est-à-dire que les strates sociales, les personnages, les thématiques, les lieux exploités, tout est parfaitement soigné par l'autrice pour être certain que du début à la fin, vous restiez sur le récit et que vous essayez de vous triturer les méninges pour comprendre les rouages, comprendre ce qui va se passer et vous sentir un peu oppressé par ce monde qui mêle le divin et le sous-marin. J'ai énormément aimé les questions, on va dire, philosophiques, les histoires d'amitié, rivalité, le côté un peu archéologie, le côté ambiance abysse avec des créatures fantastiques. Pas très sympatoche, on va pas se mentir là-dessus. Avec ce côté très religieux qui flirte entre la spiritualité et le fanatisme. L'histoire, le passé même de ces personnes qu'on suit et de ce monde dans lequel on vivote. Bref, c'était fascinant du début à la fin. C'est travaillé, c'est poussé, c'est vraiment quelque chose de particulier dans le paysage éditorial et notamment la littérature ado, young adulte. Donc si vous n'avez pas découvert cette autrice, je ne peux que vous recommander chaudement de le faire et assez rapidos de le faire aussi parce que ça mérite sincèrement le détour. Faites vos choix parmi les 4. Moi j'ai mis celui-ci plus en lumière, sans mauvais jeu de mots, mais vous avez parfaitement la possibilité de lire quelque chose de beaucoup plus grinçant, historique, avec La voix des ombres, quelque chose de plus chargé, on va dire, ère victorienne et fantastique avec L'île aux mensonges. Et pour Tisseur de sorts, je ne peux pas vous en parler plus que ça, vu que je ne l'ai toujours pas lu. On va rester dans le grinçant, dans le poisseux, et on va partir du côté de la science-fiction assumée, cette fois, puisqu'on est sur un roman, une saga à destination d'un lectorat adulte, de Dan Simmons, qui se nomme Hyperion et qui est ici chez Pocket. Vous avez cette première intégrale qui regroupe les 2 tomes d'Hyperion, mais sachez qu'il y a une suite, Les Chants d'Hyperion, qui regroupe également 2 tomes. Le résumé nous dit que sur Hyperion,
une planète située aux confins de l'hégémonie, erre une terrifiante créature à la fois adulée et crainte par les hommes, le Gritch. Dans la mystérieuse vallée des tombeaux du temps, il attend son heure. À la veille d'une guerre apocalyptique, 7 pèlerins sont envoyés sur Hyperion. Leur mission, empêcher la réouverture des tombeaux. Ils ne se connaissent pas, mais cachent tous un terrible secret et un espoir démesuré. Et l'un d'entre eux pourrait même tenir le destin de l'humanité entre ses mains. On est clairement sur un récit de science-fiction pur et dur, du space opéra, et on est là sur quelque chose qui transcende un petit peu les genres, puisque au-delà de la science-fiction, on a quand même cette entité très spécifique, le Gritch, qui a un petit côté fantastique, un peu poisseux, un peu terrifiant. Une parfaite transition avec le livre précédent, La Lumière des Profondeurs, parce que cette entité est aussi adulée que crainte, donc on a on va dire tout un pan entier de l'histoire qui tourne sur la religion, sur l'adoration, sur le fanatisme. On a également tout un pan d'histoire sur la guerre, puisque vous l'avez vu au résumé, mais quelque chose de très apocalyptique se prépare. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier, c'est qu'on nous présente chacun des pèlerins à travers son récit de vie. C'est-à-dire que les pèlerins vont partir en voyage pour aller arrêter l'ouverture des tombeaux et donc le Gritch. Et comme ils cachent tous un secret, qu'ils ont leur personnalité bien précise, une fonction bien précise, eh bien le récit de vie va être écrit différemment. C'est la magie vraiment de cet auteur, en tout cas de ce premier tome, c'est qu'il arrive à donner une voix spécifique à chacun de ses personnages. Le colonel par exemple s'exprime avec des phrases très brutes de pommes, très courtes, il ne va pas dans les fioritures, il ne va pas dans le détail, c'est très carré, tandis que le poète, lui, il part plutôt dans des envolées lyriques, il est plutôt passionné par les arts, par la poésie, par la littérature, par les mots. Donc on est sur des phrases beaucoup plus longues, beaucoup plus chargées de références aussi. On a un scientifique historien, je crois, on a une détective, bref, on a un politicien aussi. Donc vous allez voir que chacun des personnages a sa manière de vivre ce qui va lui arriver, mais aussi de raconter ce qui lui est arrivé jusqu'à présent et ce pourquoi c'est lui qui est envoyé, lui ou elle qui est envoyé faire le pèlerinage et pas un autre. Parce que oui, le récit nous parle de secrets, vous allez voir que certains y cachent de sacrés trucs. Et au-delà de ce récit de voyage, au-delà de cette exploration de planète, au-delà de ce Gritch, eh ben l'auteur parvient à mettre toutes sortes de thématiques, la guerre, le fanatisme, la religion, la politique, l'amitié, l'amour, il y a tellement de choses qu'on pourrait croire que c'est un immense patchwork d'éléments qui n'ont aucun sens, qui ont du mal à se rattacher les uns aux autres, et pourtant chaque détail est hyper important. C'est-à-dire que chaque dialogue, chaque action, chaque petite chose que l'auteur met a une utilité très précise. Il n'y a pas de superflu, c'est très dense, c'est très référencé, pas seulement au niveau scientifique, mais aussi au niveau littérature et au niveau aussi religieux ou au niveau politique. Donc attendez-vous à une plume qui envoie quand même du pâté, mais rien n'est laissé au hasard. Tout a un sens, tout a une utilité, et chaque détail permet d'avancer dans la construction de cet univers, dans sa chronologie aussi, dans son passé, dans son histoire, dans son futur, dans ses liens avec le Gritch et les liens entre le Gritch et l'hégémonie, qui est voilà, cet espace dans lequel se déroule tout le récit. Je sais que les gens préfèrent Hyperion au Chant d'Hyperion. Moi personnellement, pour avoir lu les deux, je les aime chacun pour leur spécificité. Ici, le récit de voyage et ces récits de pèlerins très variés qui forcent le respect vis-à-vis de la plume de l'auteur. Et le deuxième pour cette immense cohabitation des genres, des thématiques, des personnages et ce final incroyable
que l'auteur nous délivre et qui moi m'a vraiment scotché. Si vous avez envie d'un récit SF pointu, vous pouvez vous tourner vers Hyperion et les Chants d'Hyperion. Une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, un très gros coup de cœur de ces dernières années. Il s'agit de Malgré tout de Jordi Lafèbre aux éditions d'Argo. Maintenant que je t'ai retrouvé, j'aimerais tellement te réserver une petite place dans ma vie. Une place remplie de mouettes avec vue sur la mer. Une fois de plus, l'histoire n'est peut-être pas dans ses grandes lignes ce qu'il y a de plus original. Mais l'auteur-illustrateur a tellement su créer quelque chose d'incroyable autour de son récit, autour de cette histoire, que je ne pouvais pas ne pas citer cette bande dessinée dans cette vidéo. En gros, j'aime beaucoup la construction de cette bande dessinée qui est absolument passionnante, bien fichue, en adéquation avec le récit exploité et qui est, je trouve, ça donne du cachet, ça donne quelque chose d'assez mignon, d'attendrissant. J'aime beaucoup cette romance entre ces deux personnages qui, au fond du fond, sont autant amoureux qu'ils sont de très bons amis. J'ai beaucoup aimé ce jeu de croisement et d'éloignement qui donne une tension particulière à leur relation. Il y a quelque chose de très doux, de très sympathique, de formidable, de passionnant à découvrir à travers ces deux personnages qui nous emmènent sur des univers très variés. L'un est chercheur et littéraire, un peu plus rêveur et idéaliste, tandis qu'elle, elle est bien plus ancrée, plus terre à terre, beaucoup plus, avec une personnalité un petit peu plus dynamique, et elle est aussi très ancrée dans le paysage politique de sa ville. Donc j'ai adoré voilà, le mélange de personnalités, les jeux entre les deux personnages, le fait qu'ils se croisent, se fuient, s'éloignent, se rapprochent, cette amitié, amour sincère entre les deux est absolument pépite. Et comme je vous le disais, la construction est incroyable. Un peu comme pour La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, on part du chapitre 20 pour aller au chapitre 1 et on remonte le temps comme ça. Donc on part entre guillemets de leurs 50 ans et plus pour arriver à leur toute première rencontre quand ils avaient peut-être la vingtaine. Donc j'ai beaucoup aimé ce voyage temporel à l'envers qui est aussi accompagné d'une plume qui est très chouette, très agréable à lire, d'une belle lisibilité dans les planches avec un très beau style graphique, de très belles couleurs aussi. Donc si vous n'avez pas découvert Malgré tout, je vous recommande cette bande dessinée qui est incroyable, qui est vraiment trop mignonne, trop réconfortante et apaisante, qui est formidable à lire. Et si vous ne connaissez pas le travail de Jordi Lafèbre, n'hésitez pas à faire un tour sur sa bibliographie, il y a peut-être d'autres bandes dessinées qui vous tenteront davantage. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous avez fait de belles découvertes à travers cette vidéo recommandation livresque d'ovnis littéraires, si on peut appeler ça ainsi. Si vous avez des récits qui se rapprochent de ces petites recommandations, moi sachez que je suis ouverte parce que j'ai très envie de découvrir d'autres récits dans ces genres ou dans ces eaux-là. Et si vous avez, vous, des titres que vous considérez comme vraiment hors du temps, atypiques et vraiment percutants à ce point-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça pourrait peut-être m'intéresser et intéresser d'autres personnes. Si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas non plus à vous emparer de l'espace commentaire pour me faire vos retours. Peut-être que vous les avez aimés, peut-être pas du tout, peut-être qu'ils sont dans votre wishlist, dans votre pile à lire. Là aussi, ça m'intéresse et je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas non plus à faire un tour sous la vidéo dans la description puisque vous aurez les liens utiles et nécessaires, pas seulement pour qu'on se retrouve sur Instagram ou sur Fixia ou sur Wattpad, mais bien pour aussi découvrir tout simplement la liste des titres dont je vous ai parlé. Si vous avez bien sûr aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker,
partager, mais aussi à vous abonner à cette chaîne. Et puis, il ne me reste plus qu'à conclure une bonne fois pour toutes cette vidéo en vous souhaitant de très belles lectures. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!